Bon, Raz, bonsoir. Alors, on y va. Pour faire connaître un peu aux gens de Mazal TV, cette télé sur le net, tu vas te faire connaître dans le monde entier comme ça. Hein, c'est important. On parlera du disque. Déjà, je veux parler un peu de ta carrière. Alors, d'abord, où es-tu né? Je suis à Porto Novo. Porto Novo, Bénin, c'est le centre du vaudou pour qui connaît. Je suis de famille nigériane. Mon père est du Nigeria, donc le pays d'à côté. On est d'une famille Yoruba, on descend des Chérous, à savoir les shérifs qui ont été les premiers à essayer d'introduire l'islam dans le nord du Nigeria, mais ils ont été arrêtés à une grande bataille qui s'appelait la bataille de Ilorin, à Ilorin exactement. Et à Ilorin, vers le XVIIe siècle, c'est à ce moment-là qu'on est devenu Akadiri Soumaïla, le nom de famille que je porte. Donc voilà pour de là où je viens, quoi. Bon. Alors, moi je voudrais savoir quelles sont tes influences majeures en partant de la musique, du chœur, de toutes tes influences. Ça se résume en 3 artistes pour moi qui sont essentiels pour ma formation de musicien, à savoir Robert Johnson, Fela Anikulapo Kuti et Jimi Hendrix. Comment as-tu rencontré Chad Chandler, qui a quand même joué avec Jimi Hendrix, qui a quand même travaillé avec les Animals? C'est pas Chad Chandler, je l'ai rencontré à l'époque où je jouais avec le groupe anglais Break for the Border. C'était mon groupe, on jouait dans un club qui s'appelait Break for the Border. Je te raconte l'histoire. Avant de s'appeler Break for the Border, on s'appelait Twin Silver Tracks. Ok. Un soir, donc, dans ce restaurant Tex-Mex du centre de Londres, entre Colin Newman. Colin Newman, c'est le patron de Trojan Records à l'époque. Trojan Records qui a été la première maison de disques à lancer, à vendre les premiers disques de Marley avant que ce soit repris par Island Records. D'accord. Colin Newman est intéressé par notre truc et décide donc de nous présenter à Chas Chandler, d'arranger une audition dans un studio à Londres, Tam Studio. Et c'est ainsi qu'on a rencontré Chas Chandler, qui a beaucoup apprécié notre truc, mais qui n'était plus vraiment influent quant au business de la musique sur place, d'accord. Donc on a pu faire quelques gigs, se présenter à droite à gauche, mais c'est tout ce qui est ressorti concrètement de cette expérience avec Chas Chandler. Il y a aussi, tu t'es investi beaucoup, justement, pour parler un peu, on va parler de l'Afrique, hein. Ton continent quand même, si tu as un message à communiquer maintenant, c'est là maintenant qu'il y a des choses importantes. Si tu as quelque chose à dire, comme m'a fait Tikenja, vas-y. Si tu as quelque chose à dire à l'heure actuelle, fort de tout l'héritage de tragédie par lequel nous sommes passés, à savoir l'esclavage, le colonialisme, j'en passe et des pires. À l'heure actuelle, en 2003, notre responsabilité en tant qu'Africains, c'est maintenant de sortir de la position de victime et de décider maintenant de relever la tête et de se mettre au travail. Il est clair, en fait j'essaie de te résumer, bien entendu on ne peut pas exempter l'Ouest de tout ce qui nous a fait subir. Ok, on ne peut pas effectivement l'exempter. D'ailleurs il y a des comptes qui restent à solder quant par exemple à des rétributions vis-à-vis donc de tout ce qu'on a pillé chez nous. Ok. Mais la vérité crue, c'est que aucun occidental n'a dit à mes frères Hutus de massacrer leurs frères Tutsis. Okay. Aucun occidental n'a demandé aux Interamwe ou aux Banyamulenge d'aller massacrer les pygmées dans les forêts du Congo. Ce que je veux dire, c'est que maintenant notre responsabilité, c'est à nous de nous débarrasser des marionnettes qui nous gouvernent, marionnettes qui sont, elles, manipulées par l'Ouest, d'accord, et donc à revendiquer notre contribution envers l'humanité qui est multimillénaire. Tout le monde se rappelle des pharaons. Les pharaons, c'était des Africains. Nous avons donné un sens homo civilisation. Il faut que nous, nègres, à l'heure actuelle, on se rappelle de ça et on avance fort justement de toute cette culture et dignité retrouvée. Il y a ça aussi, et regarde, ce matin, moi j'ai été invité pour la conférence pour le SIDA, pour Solides pour cette année. J'ai appris qu'il y a eu 42 millions de morts depuis le début. Il y a 30 millions sur l'Afrique. C'est énorme. Tu sais que c'est l'accès aux médicaments comme l'accès à la nourriture est une arme politique que l'Occident utilise. Encore une fois, si nous, Africains, ne voulons pas nous retrouver comme les aborigènes en Australie ou comme les Indiens d'Amérique, on a véritablement intérêt de se bouger. On a un énorme potentiel intellectuel en Afrique. Mais tout le monde s'enfuit parce que tout le monde s'enfuit pour trouver donc l'Eldorado à l'extérieur, parce que personne ne veut nous donner du travail, personne ne veut donner du travail aux gens qui sont diplômés. Encore une fois, parce que les gouvernants, ils ont peur des gens intelligents et réfléchis. C'est la République des ânes.
ok? Et c'est ça qui nous fait le plus grand mal à l'heure actuelle. On va parler un petit peu de ta carrière. Moi, j'ai appris une chose, c'est quel sentiment tu as eu en voyant le film Watani, où tu as participé. Les gens de Los Angeles au Pan-African Festival, ils ont dû prendre une grosse claque. Ils ont beaucoup apprécié. C'est sûr que j'étais, moi personnellement, très enthousiaste de travailler sur ce projet Watani. Encore une fois, j'ai rencontré Melando, le réalisateur de ce film, par le biais d'un autre cinéaste, enfin un jeune homme qui veut, il est journaliste et en même temps DJ sur RFI, c'est Amoube Mevege, d'accord. C'est lui qui m'a présenté donc à Melando et de là donc on a discuté de travailler sur la version américaine de son film Watani. Watani était sorti en version française avec comme soundtrack des gens du Ministère Amer, les Nègres Marrons, enfin toute la crème en fait des rappeurs français révoltés et engagés. No Slackness. Et moi j'étais branché, donc j'ai été contacté par eux pour faire la version. À l'époque où tu étais à Londres? J'étais à Londres effectivement. Enfin je faisais des allers-retours. Je suis toujours plus ou moins à Londres. J'ai un pied à terre ici à Paris et toujours ma piole à Londres du côté de Brixton, d'accord. Mais il est vrai que quand on a fait Watani, on venait de terminer l'album Black Man's Blues et c'était un projet fabuleux. Surtout que bon, ça me parle. C'est la vision rapide du film, c'est l'Occident et notamment la France à l'aube du nouveau millénaire. Donc on est en 2004, ça se passe. Et c'est l'avènement du racisme, c'est l'avènement de la ségrégation raciale et c'est particulièrement actuel à l'heure actuelle. Tu as jamais aussi avec les plus grands bluesman. J'ai appris ça, John Lee Hooker, mon ami Luther Allison. Eh ben dis donc, quel a été ton meilleur souvenir? C'est tous des grands souvenirs, surtout que... Quelques anecdotes à nous annoncer? Écoute, une anecdote majeure, la raison pour laquelle j'ai pu, par exemple, approcher des gens comme John Lee Hooker, je venais fraîchement de débarquer en France, c'était en 83, et il y avait ce festival de blues à Salon-de-Provence. Je me rappellerai toujours de cette date parce que c'était le 17 juillet 83, il y avait des gens comme John Paul Hammond, il y avait Luther Allison, il y avait Willie Dixon, Feu Willie Dixon, il y avait Sugar Blues et John Lee Hooker. Et je me suis incrusté, je me suis fait passer pour un musicien pour pouvoir rentrer gratuit dans le concert. J'ai passé tout le moment du soundcheck avec les mecs. C'est à ce moment-là que j'ai pu buffer justement avec Luther Allison et toucher la gratte de John Lee Hooker. John Paul Hammond m'a entendu jouer du slide, il me prêtait sa guitare, c'était véritablement... ça a été un grand moment, ok. D'autres moments forts aussi, c'est le buff que j'ai fait avec Memphis Slim à Londres en 86 au 100 Club. Différentes personnes que j'ai eu rencontrer depuis, des gens comme Van Wilkes, des gens comme Lucky Peterson, Bernard Allison qui est un grand pote, Luther Allison sans oublier, qui est un immense grand frère. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai buffé mais qui me viennent pas à l'esprit. Il y a Tampa Red, je sais pas si tu connais Tampa Red, un vieux bluesman du sud des États-Unis là. Avec lui j'ai buffé au Half Moon à Londres. Ça remonte à quelques années de ça d'ailleurs. Bon, alors justement, ton étape en Angleterre, t'a-t-il permis plus qu'en France de jouer et de t'exprimer grâce à des grands festivals? Ouais, tu sais, je te dirais que j'ai fini de grandir à Londres, d'accord. Donc, je veux dire, l'école, c'est une deuxième patrie, si tu veux, d'accord. Et il est vrai qu'il est certainement plus facile de monter sur une scène pour montrer ce que tu fais, sachant que de toute façon, il y a une telle concurrence que les patrons des pubs sont plutôt contents de voir des gens assez enthousiastes, prêts à jouer pour 10 livres, à diviser par 8, à payer les consommations. Et ça a été l'ambiance jusqu'à ce qu'effectivement je puisse rencontrer les bons mecs, tu vois. Si quelqu'un te posait le style, quel style de musique tu joues si les gens te demandaient ça? La première réponse, la réponse directe et franche, c'est Afro, Freaking Funky, Cosmic Soul and Blues. C'est comme ça que je me définis. Afro, Freaking Funky, ça devrait rappeler aux gens l'expression qu'utilisait Jimi Hendrix dans les last 60s, tu vois. Freaking Funky parce que ça funk et puis le son tourne un petit peu partout, quoi. Cosmic Soul and Blues parce qu'effectivement je suis dans l'espace comme sur Terre, d'accord. Faut couper à travers un long discours. Et blues parce que le blues c'est l'essence de ma musique de toute façon, quoi. Et puis en plus son dernier album qu'on va présenter tout à l'heure
Il y a un hommage à Jimi Hendrix. Tu as fait une belle reprise. Hein, qui t'a tenu au cœur. Absolument. En plus, Stone Free, rien que le texte, c'est quelque chose qui devrait toucher, enfin qui parle à beaucoup de gens. C'est l'histoire d'un type qui se sent obligé de bouger de ville en ville chaque semaine parce que les gens ne supportent pas sa façon d'être vêtu ou de vivre. Et ça, tous les gens qui aspirent à la liberté, on est 6 milliards sur Terre. Ouais. De Stone Free. Ça. Moi, je voudrais savoir, ce soir, il va y avoir un super concert avec Tino Gonzalez. Il va y avoir Kevin Brown et toi. Est-ce que vous pensez tous les trois que c'est un nouveau style de blues world grâce à cette musique justement qui vient? Il y a de l'africain, il y a plein de choses, ce mélange de musique qui se fait à l'heure actuelle, qui change un peu des 3 accords plus communs que les petits blancs, malheureusement, reprennent un peu trop souvent. Disons que le but principal de toute cette affaire, c'était quoi? To spread the news, let the people know that the blues is still alive. We, the younger generation, are still looking up to the elder. But we're all fresh with that new energy, funky freaking energy. Okay? Donc l'idée, c'est d'exprimer ce message que le blues est toujours vivant. Nous, la nouvelle génération, on sera toujours respectueux des anciens, mais donc avec une nouvelle fraîcheur, peut-être plus funky, plus latino pour Tino. Okay? C'est un hommage. Encore une fois, blues is Bruce music. Okay? C'est, I don't know how to put it, like, c'est une musique qui, regarde, c'est une vieille tradition chez nous, d'accord? La forme de blues que John Lee Hooker joue est un vieux truc chez nous. Si tu parcours le Mali, si tu parcours le nord du Nigeria, tu vas entendre ce que je te dis là, d'accord? Il a fallu traverser l'océan enchaîné pour qu'on lui donne, si tu veux, cette valeur de souffrance, d'accord? Et maintenant, c'est devenu une musique qui a engendré beaucoup d'enfants. Le funk, le rock and roll, la soul, tu vois. Même le reggae, d'accord? Exactement. Les guitaristes qui jouent dans le reggae, tu prends des gens comme Junior Marvin, c'est des gens qui ont tous écouté Hendrix ou Muddy Waters, d'accord? On peut pas en sortir, quoi. Je me rappelle d'un mec comme Keith Richards qui disait Blues is the roots of all groovy music. And basically rock and roll. If you don't know your blues, you can't play rock and roll. Exactly. Ça s'appelle Black Man Blues. Là, tu attaques avec ce deuxième album qui s'appelle True Story. On va le présenter tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir, je sais que tu as mis 2 ans pour le préparer, cet album. Parle-moi un petit peu de ces étapes, parce que ça a été dur, ça a été vraiment des moments pénibles. Je t'ai rencontré assez de fois pour pouvoir préparer ces enregistrements et tout. Parle-nous un petit peu de ça pour montrer aux gens que on claque pas des doigts pour pouvoir faire un disque. Et quand on est un vrai artiste, c'est pas évident. Ouais, bah disons pour couper à travers un long discours. Après Black Man's Blues, j'avais espoir que l'album Black Man's Blues fonctionne vraiment bien. Et je sais qu'à l'étranger, il a eu un excellent écho. On a eu un succès d'estime en France, mais la personne à qui je m'étais associé n'était pas honnête. D'accord? Donc je me suis retrouvé dans des déboires judiciaires interminables, je ne sais plus comment on dit en français, pour pouvoir récupérer la propriété des bandes et devenir donc le producteur officiel. Entre-temps, j'ai travaillé sur Watani, d'accord? Pareil, on s'est battu pour voir le soundtrack vendu indépendamment du film. Et puis on a fait différentes tournées, on a joué en Angleterre, on a fait des trucs, hein, on a fait la BBC, on a fait des beaux festivals à Manchester, on a fait plein de trucs. Sur la route, j'ai rencontré des super musiciens qui sont le groupe avec qui je vais jouer ce soir, avec qui on a cogité sur cet album. Ce qui est bien avec eux, c'est que c'était pas des gens qui me mettaient la pression, d'accord? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Au fur et à mesure d'une année qui s'est écoulée, j'ai commencé à enregistrer 5-6 morceaux. J'ai fait écouter ça à Guy l'Américain. Il a approché les gens de Dixie Frog qui étaient ouverts cette fois-ci sur ce genre de son et qui nous ont donné un bon coup de pouce. Voilà, they said, OK man, we want to buy it man, it's alright, we're ready. Alors, moi j'ai appris que vous avez fait. Comment s'est passé ce fameux festival à Dakar? Ça a eu lieu? Non, c'est reporté au mois d'août. En fait. S'ils ont eu des problèmes,
tu as vu la conjoncture actuelle de ces derniers temps. Il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire, beaucoup de sponsors qui étaient sur le coup de ce festival ont été obligés de rapatrier leurs billes plus ou moins. Il y a eu la guerre en Irak qui a énervé vraiment tout le monde. Ok. Surtout aussi le fait qu'au Sénégal, Abdoulaye Wade, il n'a pas véritablement tranché sur s'il était d'accord ou pas d'accord contre la guerre. Donc ça expose son pays aux représailles, donc des fous furieux de barbus qui veulent mettre des bombes, qui veulent faire payer tous les gens qui étaient pour la guerre en Irak, tu vois. C'est une des raisons qui les a rendus un petit peu timides ces derniers temps. Mais bon, on a bon espoir de repartir là-bas au mois d'août comme prévu, quoi. Quels sont tes projets juste après le concert ce soir de New Morning? Eh ben écoute, dans l'immédiat, on fera un showcase à la FNAC de Créteil le 21 juin. Et puis... Je vais y être alors. T'es le bienvenu. On attend les contrats de différents plans à l'étranger, notamment en Macédoine pour le 2 juillet. Et puis, bien entendu, le Bookie Blues Festival au Sénégal entre le 13 et le 16 août. Différents autres trucs, on attend, tu vois. Alors, ce soir, accompagné d'Alain de Campos à la batterie. Et les autres musiciens, c'est qui? Victor Edimo, c'est l'homme qui a, je dirais même qu'il a inventé l'électricité, ce mec-là. Parce qu'un tel bassiste, c'est même surnaturel. Vraiment. Pour qui connaît Victor Edimo, en principe, on devrait se rappeler de Bootsy Collins, de Bob Marley. Il a joué avec toutes ces grandes personnes-là. Il a joué avec les James Brown. Il a remplacé Bootsy Collins pour James Brown. Il a fait toutes les grandes peintures qu'il y a. Ce soir, il est là. Ce soir, il est là avec le petit que je suis. Le petit qui devient grand. Hein, parce que si on est là, c'est vraiment parce qu'on a aimé ce disque. Bilal m'a dit tout à l'heure, je veux l'écouter. Ben, je dis, ben voilà, on est en train de l'écouter. C'est ce que vous entendiez en fin fond des petites oreilles, mais je peux vous assurer que c'est un superbe disque. This is my contribution for lonely days or night, all right? Yeah, for all the people that are after good groove, good fun, and loving, well, here's the CD you guys want to buy. Okay, my man? No rhythm, just rhythm. God bless you, man. Yeah, you too, my man, okay? Ben voilà, Mazal TV, n'oubliez pas, là on a encore un grand artiste devant nous qu'on a rencontré, que je vais vous faire découvrir parce que si vous écoutez ce disque, vous serez peut-être surpris. Il y a toutes les couleurs africaines, américaines, funk, comme il vous a présenté. Et puis n'oubliez pas, hein, sur Mazal TV, on va avoir la possibilité d'aller faire un petit tour. Il y a cinéma, il y a théâtre, ça y est. Mazal est en train de faire de belles choses pour vous. Et puis à bientôt. Ciao. Bye bye. Au d'abord.